Bonjour tout le monde, bon mercredi, bonne heure de lunch, j'espère que vous allez bien. Donc habituellement je fais mes lives soit le mardi soir ou le mercredi soir. Je voulais le faire hier soir mais je me suis réveillée super malade. Vous pouvez sûrement encore l'entendre dans ma voix, donc je m'excuse si je parle du nez. En fait, moi, je suis jamais malade et je dis pas ça pour impress or whatever. C'est vraiment vrai, je tombe jamais malade. Je vais être malade peut-être une fois par 5 ans. Puis, donc c'est un petit peu random. Hier matin, je me suis réveillée, j'avais le nez super congestionné. J'avais mal à la tête, j'avais de la grosse fièvre, j'avais mal partout aussi, fait que ça s'est pitché dans mes muscles. Mais je vais mieux aujourd'hui, donc je pense que quand t'es malade aussi, de le dire « je suis malade », puis de t'apitoyer sur ton sort, ça fait que c'est encore pire, puis tu vas être malade pendant une semaine ou deux, au lieu de juste une journée ou deux. Donc hier, j'ai vraiment fait toute ma journée comme si de rien n'était. J'étais allée à l'aréna, j'ai coaché mes filles, j'avais full d'énergie. Je suis allée au gym aussi, évidemment j'ai changé mon entraînement, j'ai fait un entraînement plus léger, je me suis tirée en masse. J'étais allée entraîner mes filles de soccer, j'avais des clientes en après-midi, puis je suis retournée à l'aréna le soir. Donc, j'ai dit littéralement à 2 personnes que j'étais malade hier, sinon il y a personne qui s'en est rendu compte, entre guillemets, à part peut-être que je parlais du nez, là. Mais bref, tout ça pour dire que quand t'es malade ou que tu files pas bien, si tu continues à te dire comme « je suis malade, je file pas », ben tu rajoutes cette espèce de vibe-là sur toi, puis ça fait en sorte que tu files encore moins. Donc, je me suis couchée super tôt, j'ai été me chercher une petite soupe au Tim Hortons hier soir en venant de l'aréna, parce que bon, la soupe de malade, c'est genre le remède numéro 1, là. Puis ce matin, j'avais encore beaucoup d'énergie, à part que je parle encore du nez. Ça va beaucoup mieux, donc je suis allée m'entraîner, tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que hier soir, bien évidemment, j'ai fait mon live. Puis ce soir, j'ai des clients jusqu'à assez tard. Fait que je voulais vraiment garder la discipline de vous faire un live par semaine. Donc voilà pourquoi je le fais aujourd'hui sur l'heure du lunch. Donc je m'excuse encore de mon parlage du nez. Et aujourd'hui, je voulais qu'on continue de parler de ce qu'on a parlé la semaine passée, donc les mythes et les croyances populaires qu'on lit souvent sur les réseaux sociaux, qu'on entend souvent parler aussi sur Internet ou dans nos entourages ou par les fitness wannabe coaches ou les gens qui sont des enthousiastes de fitness mais pas nécessairement certifiés ou formés. Donc, j'ai eu beaucoup de réactions avec mon live de la semaine passée. Puis je comprends qu'avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, ça peut être vraiment confusing? Ça peut amener beaucoup de confusion. Une journée, on lit quelque chose qu'il faut faire, l'autre journée, on lit quelque chose qu'il faut pas faire, etc., etc. Donc, bref, tout ça pour dire que je voulais vraiment faire une partie 2. Donc, continuer à vous présenter quelques mythes, quelques croyances et vous expliquer pourquoi c'est pas vrai, mais aussi d'où ça vient. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre aussi, puis après ça, vous faire votre propre avis, votre propre jugement sur le fait ou la croyance ou le mythe. Donc, mythe numéro 1, ça c'est surtout, je vais pas faire le stéréotype, mais ça vient surtout des femmes qui vont commencer à s'entraîner ou vont aller voir leur entraîneur et ils vont dire « I want to tone », je veux tonifier là, mes muscles, comme je veux que ça arrête d'être mou, mais je veux pas lever des poids lourds parce que je veux pas avoir des gros muscles. Ça, souvent on entend ça, peut-être que vous-même vous avez cette peur-là aussi quand vous commencez un programme de résistance en musculation ou d'entraînement plus physique à la maison. Souvent on a cette peur-là irrationnelle de se dire je vais commencer à lever des poids, donc je vais avoir des gros muscles comme les hommes. Tout ce que je veux, c'est juste tonifier un petit peu, fait que je vais utiliser mes petits poids de 5 livres. Premièrement, si tu faisais exactement la même diète, puis exactement le même entraînement qu'un homme, exactement la même chose, même sommeil, même gestion de stress, bref, tous les facteurs qui viennent en compte quand tu perds du poids ou que tu gagnes du poids, femme et homme, c'est sûr que l'homme va avoir plus de muscles que la femme. Juste par la testostérone, par son niveau hormonal de testostérone qui est beaucoup plus élevé. Ça prend la testostérone pour construire du muscle. Et les femmes, on n'a juste pas ces niveaux-là de testostérone pour gagner du muscle si facilement. Donc, c'est pas parce qu'on regarde un poids de 30 livres qu'on va se mettre à avoir des gros muscles automatiquement. Donc, ça, c'est faux. Physiquement, c'est impossible. Donc, d'avoir peur de lever des poids lourds parce que tu penses que ça va avoir des gros muscles en 2 semaines, c'est faux. Tonifier aussi, c'est quoi? En fait, tonifier, c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que tonifier, what does it even mean? Tu sais, les gens, ce qu'ils veulent dire quand ils veulent tonifier, c'est que ça se fait vraiment en 2 étapes. Si tu veux devenir tonifié, il faut que tu ailles construire ta masse musculaire, puis après ça, il faut que tu perdes
ta masse graisseuse qui est sur tes muscles. Le terme tonifier, le look tone que les femmes recherchent souvent, c'est parce qu'ils veulent voir leurs muscles. Ils veulent que quand ils font des babas, ben ça shake moins dans leurs triceps. Ils veulent que l'intérieur de leur cuisse, ça peut être plus ferme, tu sais, moins molle, entre guillemets. Donc, de vouloir tonifier, en fait, la vraie chose qui se passe, c'est que tu augmentes ta masse maigre, tu augmentes ta masse musculaire et tu réduis ta masse grasse. Donc, ton look devient plus tonifié, tes muscles paraissent plus. Parce que tu peux avoir beaucoup de muscles, être super musclé, puis vraiment avoir une masse maigre qui est quand même assez importante, mais si tu as une grosse couche de gras par-dessus, c'est pas en faisant 15, 20, 30, 40 répétitions pour brûler le gras que tu as par-dessus ton muscle qui va faire en sorte que tu vas avoir ce look tonifié-là. Souvent, certains entraîneurs vont faire des espèces de répétitions, on n'en plus finir, de 30, 40 répétitions pour pouvoir donner ce look tonifié-là aux femmes. Ils vont juste faire des biceps avec des 2 livres, là, pendant comme 1 minute sans arrêt, des épaules, même chose, ça finit plus avec des poids super légers. T'es pas en train de brûler le gras que t'as par-dessus. La seule façon de brûler ton gras, premièrement, c'est d'être dans un déficit calorique. Hein? On en a parlé plusieurs fois dans mes lives. Deuxièmement, c'est en levant des poids qui sont un défi, une résistance, un challenge pour toi. Donc, je pense pas que lever des 5 livres, c'est un très, très gros challenge. D'aller en hypertrophie, donc réduire tes répétitions pour que tu puisses mettre une charge sur ton muscle. Ton muscle va se déchirer quand il va récupérer ou quand il va redevenir à son état initial, entre guillemets. Ben, son état initial va devenir plus gros, plus fort, plus endurant, tout dépendant comment tu l'entraînes. Donc, de dire « I want to look toned », je veux tonifier, mais je veux pas lever de poids lourd parce que j'ai peur d'avoir des gros muscles, c'est impossible. C'est pas vraiment ça qui se passe, OK? Donc, si vous êtes une femme, puis les gars aussi, mais en général, ce qu'on voit, c'est souvent les femmes qui utilisent ce terme-là. C'est pas vraiment dans le fond, tu veux changer ta composition corporelle, tu peux augmenter ta masse maigre et augmenter ta masse grasse. Tu ne devrais vraiment pas avoir peur d'augmenter ta masse musculaire parce que, comme je vous dis, si tu prends pas des testostérone en supplément ou des stéroïdes, ben physiologiquement, c'est impossible que tu aies autant de testostérone à moins d'avoir une maladie ou quoi que ce soit qu'un homme. Donc, ça prend une nutrition qui est vraiment, vraiment stricte et optimale. Ça prend des entraînements en musculation qui sont super, super spécifiques, que tu vas vraiment diviser tes groupes musculaires à chaque semaine, que tu vas être super constante aussi, puis tu feras pas ça 1 mois, après ça t'arrêtes. Ça prend de lever des charges lourdes qui représentent une surcharge, un défi pour toi. Fait que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs pour te ramasser à avoir autant de muscles qu'un homme, par exemple. T'sais? Comme moi, par exemple, je sais que je suis plus musclée que je vais pas dire la majorité, mais comme peut-être la personne ou la femme qui irait au gym qui ferait plus du cardio et tout. Mais pourquoi? Parce que je fais de la musculation genre 5-6 fois par semaine, tu sais. Mon alimentation est super riche en protéines. Donc, pis si j'ai pas été musclée comme ça en 1 semaine, ça fait 13 ans à peu près, 13-14 ans que je fais de la musculation. Donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas parce que j'ai vu des poids de, mon Dieu, plus que 5 livres que bang, tout d'un coup, je me suis mis à avoir des plus gros muscles. Ça n'a pas rapport, OK? Donc, il faut se sortir de la tête de « je suis une femme, je vais lever des gros poids, mais je vais donner aussi musclé qu'un homme ». Non, je veux tonifier. Tonifier, c'est pas de faire beaucoup de répétitions avec des 2 livres, encore une fois. Okay? Donc, juste de faire attention à votre approche quand vous voulez avoir un objectif qui est peut-être plus physique sur à quoi tu veux ressembler. Mythe numéro 2, on continue un petit peu dans la même lignée. Je veux perdre du ventre, donc je vais faire 1000 abdominaux par jour. Premièrement, tu ne décides pas, malheureusement ou heureusement, de où tu perds ton poids. Donc, quand on arrive, puis on dit « Ok, moi, je veux perdre du gras là sur mes triceps, je veux perdre du gras à l'intérieur de mes cuisses, puis je veux perdre du ventre », tu peux faire des exercices qui vont vraiment travailler tes triceps, qui vont travailler les abdominaux, qui vont travailler tes adducteurs, donc l'intérieur de tes cuisses. Absolument, tu peux aller les renforcer, tu peux les travailler plus en endurance, en force, en hypertrophie, mais encore une fois, si t'as la couche de gras qui est par-dessus, tu vas pas plus les voir. Peut-être que si tu touches à l'intérieur, là, en dessous de ta couche, peut-être de gras que tu as accumulé sur ton abdomen, peut-être tu vas sentir que c'est un peu plus dur, ou peut-être qu'avec le temps, tu sais, je commence à avoir un petit peu un triceps, c'est plus dur, mais tu peux pas décider où tu perds ton gras. La seule façon de voir tous les muscles sur ton corps, c'est d'avoir un pourcentage de gras qui est super bas. Et ça, souvent, les gens sous-estiment ce que ça prend comme effort au niveau de ta nutrition et effort au niveau de ton entraînement musculaire et cardiovasculaire pour avoir ce pourcentage de gras-là
qui est assez bas pour que tu puisses vraiment voir la forme de tes muscles sur tout ton corps. J'ai fait un live au complet sur le fameux six-pack. Vous retournerez voir dans mes vidéos. Fait que je vais pas reparler de ça, mais bref, le mythe de dire je veux perdre du ventre, donc je vais faire 1000 crunchs par jour parce que ça va brûler le gras qui est sur mon ventre. C'est faux. Ça revient à ce qu'on parlait d'être tonifié tantôt. Tu veux voir plus tes biceps, mais quand même que tu fais 40 répétitions avec un poids qui est super léger, ça va pas faire brûler le poids que tu as par-dessus. OK? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. La seule façon, encore une fois, de brûler le gras, déficit calorique, optimiser sa nutrition, faire l'entraînement en musculation qui demande une bonne intensité, des grosses masses musculaires aussi en mouvement, une charge qui demande un défi pour vous, sommeil, gestion de stress, fait qu'il y a plein de facteurs que de juste dire, ben je vais perdre du ventre et que je vais faire 1000 crunchs. Okay? Tu travailles un petit peu dans le vide, tu devrais mettre ton énergie ailleurs. Ensuite, mythe numéro 3. On reste encore une fois dans la même lignée. Je veux perdre du poids, je veux perdre du gras, donc je vais faire du cardio pendant des heures. Je vais m'obliger à aller courir 3 blocs de, je sais pas moi, 1 heure, 1 heure et demie par semaine. Ou tu vois, les gens là, sont sur leur elliptique là, tous les jours, puis ils font l'elliptique, puis ils lisent leur journal en même temps, ou ils sont sur leur téléphone en même temps. Fait que l'intensité n'est pas super élevée, mais parce qu'ils sont sur la machine pendant 1 heure de temps, ben, ils pensent qu'ils vont perdre du gras, tu sais. C'est prouvé de plus en plus, toute la littérature est d'accord, pour optimiser ta perte de gras, donc réduire ta masse de tissu adipeux, l'entraînement par le HIIT, High Intensity Interval Training, donc l'entraînement par intervalle, est beaucoup plus bénéfique que l'entraînement cardio de longue durée. Donc, à moins que tu aies un objectif de courir un 5 km pour un tel événement, de courir un 10 km, de faire des demi-marathons, de faire une course de vélo qui est sur 50 km, à moins que tu aies un objectif ou un sport précis qui te demande de faire un cardio sur une longue durée de façon continue, tu devrais vraiment garder tes entraînements cardiovasculaires, avec des entraînements qui sont courts et qui vont chercher des pics d'intensité qui sont intenses, justement. Premièrement, ça prend moins de temps. Ça prend moins de temps. Tu peux faire un training là, de 8 minutes, puis te pousser à fond avec des intervalles de fou, puis tes 8 minutes, c'est fait. Qui veut comme... Le but, encore une fois, c'est de te rester dans le gym le moins longtemps possible pour avoir le plus de résultats possible, tu sais. Donc, courir 1 heure de temps que j'aime pas vraiment, courir, ça me fait mal aux hanches, ça me fait mal aux genoux, ça me fait mal aux chevilles, versus faire une activité que j'aime peut-être plus, comme du spinning ou du rowing ou de la course ou des sprints, puis que ça me prenne 1 heure et plus versus que ça me prenne entre 8 à 20 minutes. Tu sais, moi, j'y vais pour la solution qui prend moins de temps, évidemment. Deuxièmement, quand tu fais un exercice qui est plus à high intensity, donc intensité élevée, tu vas conserver ta masse musculaire beaucoup plus que quand tu fais du longue durée. C'est pas pour rien que quand tu regardes les athlètes aux Olympiques, ceux qui font des sprints, on s'entend qu'ils sont beaucoup plus musclés que ceux qui font des marathons. Hein? Parce que si tu veux supporter ton corps sur une longue période de temps, donc si tu veux courir pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures même, ceux qui font des triathlons, par exemple, des Ironman, ben il faut que tu sois petit, il faut que tu sois léger, comme ça ta demande énergétique est beaucoup plus petite que si tu es quelqu'un qui est plus lourd. Donc, de courir sur des longues... Je dis courir, là, mais n'importe quelle activité cardiovasculaire, là, ça peut être, comme je disais, le vélo, l'elliptique, le rameur, peu importe. Là. Si vous faites un entraînement cardio qui est sur une longue période de temps, donc la demande énergétique, si t'es plus lourd, entre guillemets, va être plus difficile, évidemment. Donc, de faire des entraînements qui sont plus courts, plus intenses, va t'aider à garder cette masse musculaire-là. Et on veut avoir une bonne masse maigre parce que plus on a de masse maigre, bien plus ton métabolisme est boosté au repos, donc plus tu brûles des calories quand tu fais rien, évidemment, et plus t'aides à rebalancer ta composition corporelle, donc entre ta masse maigre et ta masse grasse. On veut toujours... C'est ça qu'on veut, en fait. Quand on dit on veut perdre du poids, là, on veut diminuer notre masse grasse, notre masse adipeuse, puis augmenter notre masse maigre. Donc, encore une fois, de faire des entraînements plus courts, plus intenses, va t'aider à conserver ta masse musculaire, ce qui est super bénéfique. Ensuite, de faire un entraînement continu versus un entraînement par intervalle qui est plus court, mais plus intense. Pendant votre exercice, c'est sûr que si tu cours pendant 1 heure, tu vas peut-être brûler, je sais pas, moi, j'ai aucune idée, là, il faudrait que je fasse le calcul, là, mais mettons 500 calories que tu brûles. Ça dépend de ton poids, ça dépend de ta vitesse, ton intensité, etc. Là, mais allons-y pour un chiffre rond. Mettons que tu brûles 500 calories pendant que tu cours pendant 1 heure. Une fois que tu as fini de courir, c'est fini.
Ton corps va pas brûler plus de calories parce que la demande qui vient d'y être demandée était pendant l'exercice. Tu n'as pas vraiment déchiré tes muscles parce que tu n'as pas été dans une grosse intensité. Fait que tu brûles tes calories pendant ton entraînement. Après ça, c'est pas mal terminé. Quand tu fais un entraînement, par contre, qui est plus court, mais plus intense, parce que tu vas chercher ces pics-là d'intensité, ta demande au niveau musculaire et tout ça fait en sorte que quand tu as fini ton entraînement, tu vas continuer à brûler tes calories. Ça revient à ce qu'on disait la semaine passée dans un des premiers mythes. C'est sûr que n'importe quel entraînement que tu fais, que tu as un petit peu d'intensité puis tu utilises plus que juste un muscle, quand tu finis de le faire, cet entraînement-là, tu continues à brûler des calories par ton métabolisme, par tes muscles, en fait, qui se sont déchirés, que, ton corps va utiliser les calories pour aller les réparer, par tes réserves de glycogène qui ont diminué, ton muscle va utiliser des calories pour aller refaire ces réserves de glycogène-là, de glucides, d'énergie dans tes muscles, dans ton foie et tout ça. Donc, bref, tu continues à brûler des calories même après ton entraînement, ce qui est génial. Donc, quand vous dites « je veux perdre du poids, donc il faut que je fasse des longues heures de cardio », c'est faux, en fait, vous travaillez dans le vide, même que souvent, ça va faire l'effet inverse. Les gens qui ils se tuent sur l'elliptique, à un moment donné, ils vont tellement perdre de masse musculaire, leur métabolisme va pas être augmenté, donc à la limite, ils vont rester sur le même poids et même des fois prendre du poids. Fait que c'est pas un objectif, c'est un bon objectif de vouloir perdre du gras, mais c'est pas une façon qui est très, très optimale. Encore une fois, je me répète, mais ce que je veux que ça rentre dans votre tête, si tu veux perdre du gras, déficit calorique, nutrition, entraînement en musculation, et si tu fais du cardio, tu y vas avec des entraînements à haute intensité, des intervalles plus courts, plus intenses. Ensuite, prochain mythe. Souvent, on va blâmer ou utiliser la génétique pour nos résultats physiques ou nos résultats athlétiques ou nos résultats esthétiques. Donc, mes parents sont tous gros, ma famille est tous grosse, donc moi, c'est sûr que je vais être grosse. Il y a personne d'athlétique dans ma famille, fait que je vais être incapable de, je sais pas moi, courir 5 km en dedans de 30 minutes. Tout le monde a les pieds vraiment plats, puis ils ont tous mal aux genoux, donc moi aussi, j'ai mal aux genoux. Donc, la génétique, est-ce qu'elle joue un rôle sur ce à quoi on ressemble et ce à quoi, on performe, entre guillemets? Oui, elle joue un rôle. Je dis pas que la génétique a zéro influence. Par contre, je trouve que des fois, on l'utilise beaucoup trop pour se donner l'excuse, se donner la raison de pourquoi on n'est pas où est-ce qu'on voudrait être ou pourquoi on n'atteint pas vraiment nos objectifs. Donc, il y a toujours moyen de moyenner autour de la génétique et ça s'appelle s'entraîner fort ou travailler fort ou avoir les outils et les stratégies nécessaires pour justement contrer un petit peu notre génétique. Et il y a aussi 2 types de génétique. J'ai pas les termes scientifiques exacts, là, mais la façon que moi je vois ça, tu as la génétique de ce à quoi tu ressembles. Tu sais, comme moi, je serais pas née vraiment avec les yeux bleus, parce que je veux dire, il y a personne dans ma famille qui a les yeux bleus, par exemple, tu sais. Mettons, les mollets, souvent, les muscles, au niveau du mollet gastrocnémien solaire, ça a été montré et prouvé avec des études que c'est un genre de muscle qui serait peut-être plus lié à la génétique. C'est rare que tes parents ou les gens dans ta famille proche ont des petits mollets longs affinés que toi tu vas naître ou tu vas avoir naturellement, entre guillemets, des mollets un peu plus musclés. Fait que les mollets, ça peut jouer sur la génétique. Des fois, la carrure, la façon que la personne est construite, entre guillemets, là, physiquement. Oui, ça peut avoir c'est sûr que c'est indéniable, là. La génétique joue un rôle. Par contre, il y a aussi la génétique plus socio-environnementale, dans le sens que si ta famille, tes parents t'ont élevé que tu mangeais, je sais pas moi, du sucre pour déjeuner, que tes habitudes alimentaires à la maison étaient pas optimales, que vous mangez du restaurant à chaque soir, là, si plus tard, dans ta fin adolescence, début adulte, plus tard dans ta vie adulte, tu dis que tu blâmes ta génétique, tu blâmes ta famille et tes parents parce que tu as un surplus de poids, mais c'est pas parce que c'est ta génétique de premier degré, c'est vraiment par ta génétique, puis ça, là, c'est plus le
bon mot, là, mais vraiment par tes habitudes, la façon que tu as été élevé, ton environnement aussi, tes habitudes quand tu as grandi avec tes parents, avec ton frère, ta soeur, etc., qui vont avoir une influence sur ce à quoi tu ressembles, comment tu performes et tout. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment, est-ce que je blâme ma génétique parce que c'est vraiment quelque chose de flagrant comme la couleur de mes cheveux ou la couleur de mes yeux, ou c'est plus la génétique de comment j'ai été élevée, puis ce qui a impacté ça, encore une fois, à quoi je ressemble, comment je me sens, comment je performe. Parce que ça, t'as une influence là-dessus. Si tu travailles fort, que tu changes ta méthode de manger, que tu changes ta méthode d'entraînement, etc., tu peux contrer ces effets-là de la génétique, encore une fois, qui n'est pas vraiment de la vraie génétique. Donc, de blâmer ses parents ou sa génétique ou son frère, sa sœur ou ses grands-parents ou peu importe, ou à la limite ses origines ethniques ou quoi que ce soit, ou culturelles, il faut faire attention. Tu as beaucoup plus de contrôle et de pouvoir et d'influence sur ton corps, sur à quoi tu ressembles, comment tu performes, comment tu atteins des objectifs, comment tu te sens, que tu penses ou que souvent on pense. Donc, encore une fois, est-ce que c'est plus peut-être une excuse ou une raison qu'on utilise pour se convaincre que ça serait la raison de pourquoi on n'est pas où est-ce qu'on veut être, on ne ressemble pas à ce qu'on veut ressembler, on n'atteint pas nos objectifs physiques, etc. Donc, juste faire attention à ça. Génétique, la blâmer pour tout. On lui donne sa responsabilité, absolument. Peut-être je sais pas moi, encore une fois, j'ai pas les données exactes, là, mais peut-être un 2 à 5%, là, mais vous avez le contrôle sur le 90-95% du reste. Donc, excusez-vous à vos parents si vous les avez blâmés parce que vous étiez en surplus de poids ou plus maigre ou de la misère à prendre du muscle ou bref, OK? Mais encore une fois, effectivement, il y a des gens que ça va être plus facile de prendre du poids, ça va être plus difficile de prendre la masse musculaire, ou etc. Donc, c'est pas black and white. Je vais juste dire que faut juste avoir sa pensée critique là, quand on utilise la génétique pour expliquer nos résultats. Donc, voilà, un petit dernier que je voulais vous parler vite, qui a plus rapport à la nutrition. La semaine passée, dans le dernier live, on parlait beaucoup de la nutrition à ce niveau-là, au niveau des mythes et des croyances. Un dernier que j'avais oublié de vous faire mentionner, c'est juste de faire attention. Des fois, j'entends « Ah, ben là, je suis à la diète, entre guillemets, ou je fais attention à ce que je mange. Donc, j'ai acheté tel produit, c'est faible en gras. Faible en gras égale, je vais perdre du poids, c'est bon pour la santé. » C'est faux dans 98% des cas. Faible en gras égale souvent élevé en sucre, hein, parce que quand on pense au yogourt, au beurre d'arachide, ce genre de produits-là qu'on va voir, il y a la version normale, entre guillemets, puis il y a la version faible en gras. Si tu regardes les ingrédients puis tu regardes la valeur nutritive, souvent il va y avoir plus de sucre dans le produit qui est faible en gras. Donc faites vraiment attention, faible en gras n'égale pas meilleur pour la santé, n'égale pas meilleur choix. Dans le fond, le gras, on a besoin du gras, on a besoin des lipides pour bien fonctionner. Il faut choisir les bons lipides, évidemment. Mais quand tu enlèves ces lipides-là, quand tu enlèves ce gras-là de tes produits, bien souvent, il y a d'autres choses qui ont été ajoutées pour garder le bon goût, hein, parce qu'ils vont pas mettre quelque chose sur la tablette qui goûte pas bon, les gens ne l'achèteront pas. Puis souvent, cette chose-là qu'ils rajoutent, bien, c'est du sucre ou un des dérivés du sucre. Donc, faire attention à ça. Faible en gras n'égale pas meilleur pour la santé. Vous êtes mieux d'y aller avec des aliments qui sont plus riches en gras. Premièrement, vous allez en manger moins et ça va vous satisfaire plus. Hein? Les lipides amènent plus de calories. Donc, au lieu de manger ton pot de, je sais pas moi, je vais pas dire de marque, là, mais ton pot de yogourt qui est 0% de gras, mais qui a plein de sucre dedans, puis finalement, tu passes à travers le pot complet, puis t'as encore faim parce que t'avais pas vraiment grand-chose pour te souvenir dedans, mais tu y vas avec un yogourt grec qui a, je sais pas moi, 6, 8, 9% de gras. T'as besoin de manger juste la moitié d'une tasse pour te sentir pleine, puis sentir que tu as eu tous tes nutriments. Tu sais, c'est la même chose pour, par exemple, le beurre d'amande ou ce genre de produit-là. Donc, faites attention à ça. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. Si vous avez écouté une partie de mon live ou mon live au complet, laissez-moi un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ça me fait toujours plaisir. En plus, ça fait en sorte que bon, les gens ils vont le voir, ça va se partager sur Facebook. Surtout qu'aujourd'hui, je le fais, je sais, c'est pas l'heure idéale en plein milieu de la journée. C'est toujours mieux de faire les lives le soir quand les gens sont à la maison. Mais bref, je vais laisser mon live sur ma page Facebook comme d'habitude. Donc, vous pouvez toujours le réécouter plus tard. Fait que si vous laissez des likes, des comments, ben il va ressortir dans le fil d'actualité. Puis, je vais pouvoir éduquer plus de personnes, c'est toujours ma mission, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est encore ambigu au niveau de l'entraînement et de la nutrition. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais aller continuer à reposer pour avoir ma belle voix là, dès demain. Bye tout le monde, bonne journée!